On est en direct avec Cyril Dugard. Cyril, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci C'est à toi, super Samuel. intéressant ce que tu fais. On t'écoute. Vas-y, présente-toi et laisse savoir aux auditeurs ce que tu fais. Donc moi, c'est Cyril Dugard, le cofondateur et CEO de l'entreprise de la startup EasyRent. EasyRent qu'on a créée il y a un peu plus de 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. C'est une startup qui vise à résoudre 3 problématiques, une solution, on va dire, qui vise à résoudre 2 problématiques principales, que sont la collecte et l'analyse des dossiers locataires. On sait que la collecte, c'est des tâches qui prennent du temps pour une agence immobilière. Il faut à chaque fois relancer le candidat locataire parce qu'il va manquer une pièce, parce que le dossier n'est pas complet de façon générale. Donc ça, c'est la première chose. L'autre point ensuite, c'est une fois qu'on a un dossier complet, donc ça va être l'analyse de solvabilité de ce dossier. Encore une fois, pour un chargé de location, il va devoir éplucher tous les documents. On va parler de bulletin de salaire, de fiche d'imposition, etc., etc. Tous les documents qui vont générer ce dossier locataire. Donc ça, c'est une analyse qui est faite. Donc là-dessus, on a, nous, développé une intelligence artificielle qui va, dans un premier temps, donc, scanner les documents, vérifier donc la véracité de ces documents, qui va calculer automatiquement le taux de solvabilité et de façon générale, en gros, qui va extraire toutes les informations qui vont permettre aux chargés de location de choisir plus facilement et plus rapidement le meilleur dossier locataire. Alors ça, je dirais, c'est pour les grandes parties, mais il y a tout plein de Kevin, merci pour ton commentaire. de fonctionnalités plutôt qui s'ajoutent à ça. La première chose, ça va être les relances automatiques. En gros, on va automatiser de façon générale le parcours et le travail du chargé de location dans ces tâches qu'on appelle un peu chronophages au chargé de location. Donc on sait, pour toute personne qui a cherché un appartement, donc je me mets à la place du candidat locataire, on sait que c'est un cauchemar parce que les agences, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas s'ils répondent ou pas, on ne sait pas quel document. C'est un peu, c'est comme quand on fait un crédit bancaire, on se retrouve un peu face à de l'inconnu et c'est compliqué parce qu'on se dit mais est-ce que je vais avoir une réponse positive ou pas? Et très souvent, on se retrouve avec des candidats locataires qui répondent à plusieurs appartements en même temps. Alors là, quand on est du côté agence, on se dit tiens, c'est bien, j'ai un dossier qui passe. Puis en fait, pop, ils ont une réponse d'une autre agence. Pourquoi? Parce que soit j'ai pas été assez rapide, j'avais pas tous les documents, ou mon assurance loyer impayé m'a pas donné de réponse. Donc en fait, toi, ce que vous visez à faire avec EasyRent, donc c'est de dire je vais easer, entre guillemets, pour reprendre ton nom, faciliter la prise de décision, la rapidité de la prise de décision pour qu'un locataire soit sélectionné ou non, et puis que s'il n'est pas sélectionné, il continue sa recherche. S'il est sélectionné, on puisse tout de suite signer un bail, donc ça va rassurer un propriétaire. C'est top, ok. Tu as tout dit, Samuel, je n'ai plus rien à dire. Non, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif, en vrai, voilà, c'est ça, c'est de raccourcir ce temps de réponse, puisque c'est hyper important, tu l'as dit, de donner une réponse rapide à son candidat locataire et aussi pour réduire la vacance locative donc, au client, donc le bailleur social. Surtout là, nous, on est toulousains, j'aurais dû le dire en introduction, on est basé à Toulouse. Et on est sur un marché relativement tendu avec une forte population étudiante. Ça va arriver, avril, mai, les étudiants vont commencer à chercher un logement. Donc oui, un étudiant qui va arriver, qui va visiter différents logements, il a besoin d'avoir une réponse rapide. Et pour l'agence immobilière aussi, pour garder donc, ce client étudiant, il a besoin lui aussi de lui donner une réponse rapide. Si une autre agence donne une réponse pendant ce temps-là, il a perdu son client. Donc c'est hyper important. En général, on a tous connu le cas. Moi, j'ai une fille étudiante, je suis monté à Lyon avec elle. J'avais la journée, il fallait idéalement, alors j'étais dans l'immobilier, donc je savais que c'était difficilement possible. Idéalement, c'est je visite, on me valide mon dossier, comme ça, s'il y a un cautionnement à signer ou quelque chose, je peux signer. J'ai dans la foulée. Entre guillemets, mon chéquier entre les dents, je suis prêt à toper, pop, et c'est réglé. C'est ça. Moi-même, j'ai fait de la gestion locative pendant un petit temps, et l'été, on prenait soit des stagiaires, soit j'avais des personnes supplémentaires, des CDD, pour m'aider à faire face à cet afflux. Et je le voyais, j'avais des étudiants, j'avais des parents qui venaient avec. Et c'est normal, tu installes tes enfants dans une ville qui n'est pas la tienne, tu as envie d'avoir une réponse rapide. C'est ça. Et c'est très difficile. Nous, l'assurance, c'était 48 heures de réponse. Est-ce que toi, ça fait gagner du temps donc là, ce qu'on appelle la GELI, c'est l'assurance des loyers impayés. Est-ce qu'avec ta solution, on peut avoir une réponse plus rapide? Oui, c'est l'objectif, c'est clairement ça. Tu l'as dit, en moyenne, on va dire c'est 48-72 heures pour une GLI traditionnelle. Ça dépend encore une fois de la saison et du marché
de la location sur de mai à septembre, où là, il va avoir une masse de dossiers analysés, peut-être, et parfois le délai est un peu plus long, mais en règle générale, voilà, c'est 48 heures, 72 heures. Avec notre outil, parce qu'on va réussir à automatiser donc la partie analyse, on va être capable, ou le chargé de location va être capable aussi, grâce à la GALI, de donner une réponse sous 1 heure ou 2 heures. Donc, je viens en agence, non, je visite un bien, je donne mon dossier direct, souvent ils l'ont en numérique, je te l'envoie. Toi, en 1 heure ou 2, tu peux donner une réponse, assurance ou pas, ou après tu… Alors, sans assurance, on travaille aussi avec les assureurs. Hein. GALI, on a des partenaires là-dessus. C'est aussi parce que c'est une problématique pour les assureurs, le temps dédié à l'analyse. Donc, on a aussi nos partenaires assureurs, mais on va s'intéresser davantage, pour le cas que tu as évoqué, hein, aux agences immobilières. Oui, dans ce cas, s'il n'y a pas de GALI derrière, peu importe s'il y a une GALI derrière, on va pouvoir donner une réponse sous 1 heure ou 2 heures. S'il y a une GALI derrière, typiquement, l'agence immobilière, elle va envoyer le dossier et puis la GALI va rapidement, avec les informations qu'elle aura, pouvoir donner l'agrément. Oui, elle va gagner du temps elle-même. Et du coup, en fait, en 1 heure ou 2, ça veut dire que je visite, je pourrais quasiment signer un bail dans la journée, en fait, si l'agence me donne une réponse. Donc, je suis avec mes parents. Mes parents, je les ramène à l'agence et hop, c'est génial. Donc, oui, il y a un vrai gain de temps. OK. Exactement. On essaye, hein, c'est notre objectif et notre volonté ou motivation, c'est vraiment aussi d'offrir un logement pour le grand nombre, enfin le plus grand nombre plutôt, de locataires. C'est aussi notre volonté. C'est top. Vas-y, Aude. Merci Cyril, je pense que tout le monde comprend un peu ce que vous faites. Mhm. J'aimerais revenir un petit peu sur la genèse du projet. Donc tu as parlé d'intelligence artificielle, comment tu en es arrivé à développer un produit, une intelligence artificielle et à travailler dans l'immobilier en quelque sorte? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Tout à fait, merci, c'est une bonne question. On en est aussi très très fiers. Donc on a créé EasyRent, Sylvain et moi, mon associé Sylvain qui vient lui du monde de l'immobilier, ancien aussi gestionnaire locatif, donc qui rencontrait ces problématiques, hein, comme je l'ai évoqué en introduction, de collecte et d'analyse, et c'est comme ça que s'est créé le projet. Alors l'IA, donc l'intelligence artificielle, on ne s'est pas dit on va faire de l'IA parce que c'est sympa et c'est beau, c'est juste une réponse à ces problématiques. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la partie IA, donc qui est le cœur de notre technologie finalement, mais voilà, c'est pas la baguette magique qui va résoudre tous les problèmes. C'est un outil qu'on appelle un outil d'aide à la décision, c'est ce qui va faciliter la vie du chargé de location, mais en aucun cas c'est ce qui va permettre d'avoir plus de locataires. Encore une fois, c'est un outil comme un tournevis pour dévisser une vis, tout simplement. C'est un outil d'aide à la décision, c'est ce qui va faciliter la vie des chargés de location. Quand vous vous rencontrez, il y a un de vous deux qui s'y connaît en IA, ou alors vous allez chercher tout de suite du monde et vous croyez en votre solution, du coup, vous mettez des fonds propres, comment est-ce que ça se passe? Alors, comme j'ai dit, c'est vrai que l'IA n'est pas venue tout de suite. On a dit, voilà, comment on va faire pour répondre à ces problématiques? Et on a cherché, on a regardé, on a benchmarké les solutions. On s'est dit, voilà, l'IA, l'intelligence artificielle, est la solution la plus simple et qui va répondre à cette problématique. Donc, Sylvain et moi, effectivement, on n'a pas les compétences, nous, sur la partie développement et encore moins sur la partie IA. Donc, on s'est entouré de compétences, de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a recruté aussi avec des experts en interne aussi en externe plutôt. On a fait ce qu'on appelle un peu d'open innovation et c'est important et j'en parle parce qu'on est toulousain et on est centre de compétences, un centre de compétitivité en Occitanie à Toulouse en termes d'intelligence artificielle. Donc on parle beaucoup de Paris, tout se passe à Paris, mais finalement à Toulouse et en Occitanie, on a des laboratoires de recherche, on a des startups, on a plein d'initiatives qui sont faites autour de l'IA et on s'est vraiment appuyé dessus pour nous permettre de développer, donc en notre propre nom, donc EasyRent a développé son intelligence artificielle. Et ça, on en est assez fiers chez EasyRent. Mais toi, Cyril, tu étais chez Continental, c'est ça? C'est ça, oui. Tu étais salarié d'une grosse boîte. Comment est-ce que dans ta tête, il se passe, je quitte mon boulot? Alors, est-ce que tu as une rupture conventionnelle? Notre auditoire, c'est beaucoup des start-upers ou des gens qui osent pas. C'est parfait, ça tombe bien parce que je discutais de ça encore hier dans une école de commerce toulousaine sur le monde de l'entrepreneuriat. Alors, pour rappeler mon parcours, c'est que tu l'as dit, moi, je viens d'un grand groupe chez Continental et en fait, l'entrepreneuriat est venu assez bizarrement
chez Continental, il y avait ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat, un programme d'intrapreneuriat que j'ai gagné. Il y avait un concours d'intrapreneurs. On devait présenter des projets et mon projet a gagné. La récompense a été d'être excubé pendant 6 mois dans un incubateur toulousain pour développer ce projet pour le compte de Continental comme un start-upper, comme un entrepreneur. Donc en fait, ils vont t'aider si tu veux monter une boîte et j'imagine que si c'est lié à leur activité, ou ils vont peut-être même investir dedans, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est pas vraiment créer une boîte, parce que là, on va parler de spin-off, enfin des termes un petit peu justement liés, mais non, c'était un projet interne. L'idée, c'était de pouvoir acquérir des compétences entrepreneuriales. On va parler de bootstrapping, etc., que j'aurais pu acquérir et que j'ai pu acquérir pendant ces 6 mois et les ramener chez Continental. Donc, c'est un programme qui vise justement à ramener de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances du monde des startups à l'intérieur de Continental. Ah oui, l'idée c'est plus s'il y a du dev à faire, de la technologie sur le pneu, je sais pas quoi, plutôt que de sous-traiter, je forme des équipes en interne et ça fait une division, ça peut être le futur Cashco, quoi. Ok. Alors plus précisément, donc le projet que j'ai porté en tant qu'intrapreneur, c'était ce qu'on appelle un alcool sensor. C'est donc un système qui permet de détecter le niveau d'alcoolémie pour un conducteur. Alors, effectivement, Continental a fait des pneus, mais fait aussi et surtout des systèmes embarqués électroniques pour les véhicules. C'est l'activité première. Donc à partir de là, c'est comme ça que on a eu cette idée donc, de développer ce capteur. C'est comme ça que je suis parti dans l'intrapreneuriat et c'est surtout ce qui m'a fait toucher, on va dire, le monde des startups. Puisque en étant dans un incubateur, j'ai pu échanger avec des centaines d'entrepreneurs, discuter avec des startups. Et après mon retour, donc après mes 6 mois en tant qu'intrapreneur à retourner chez Continental, il y a eu cet effet où on se dit est-ce que finalement mon métier puisqu'à l'époque j'étais responsable stratégie et marketing chez Continental, est-ce que ce métier-là est vraiment fait pour moi? Après ce que j'ai vécu en tant qu'intrapreneur, je me suis dit voilà, c'est ça, c'est la vie que je veux, c'est ça que je veux faire. C'est créer de la valeur, créer une entreprise, créer des choses. Et donc, comme la question que tu posais, c'est effectivement, on a fait donc, une rupture conventionnelle avec le Continental, ce qui m'a permis, moi, et donc, de découvrir mon associé Sylvain et de créer EasyRent. Voilà pour la de pouvoir faire une rupture conventionnelle, ça ne se passe pas toujours très bien et c'est super qu'ils aient été compréhensifs. Oui. C'est vrai que là-dessus, Continental, sans rentrer dans les secrets, mais nous a aidés puisqu'ils ont vu aussi ma volonté à moi de créer de créer une entreprise et de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, on a aussi fait en sorte, de leur côté et de mon côté, pour faciliter les choses et faciliter le départ pour cette création d'entreprise. D'accord. Vous commencez, donc l'intelligence artificielle, elle vient après. Du coup, au début, comment ça se passe? Vous faites les choses à la main ou comment tu peux nous décrire un petit peu au début? Comment ça s'est passé très, très simplement. Vraiment, on va rentrer dans le cœur de l'entrepreneuriat. Au début, on a effectivement cette potentielle idée. Ce qu'on a fait, on a frappé aux portes des agences immobilières en disant est-ce que c'est vraiment un problème, cette histoire de collecte et d'analyse? Donc, on est allé, comme je dis, on est toulousain, donc on a frappé à la porte des agences immobilières toulousaines et la plupart nous se dit ça me fait chier, il faut rappeler les personnes, etc., ça me prend du temps, j'ai autre chose à faire, je préfère rentrer des mandats plutôt que de faire justement de l'analyse des dossiers locataires. Parce qu'aujourd'hui, ça prend en moyenne entre 30 et 45 minutes si on veut vraiment analyser un dossier complet. Donc c'est du temps perdu finalement que les agents immobiliers aimeraient allouer sur d'autres tâches. Donc on a commencé par ça. Et c'est comme ça qu'on a créé. Donc rapidement, on s'est entouré, on s'est dit la solution c'est l'IA et on s'est entouré de compétences. Donc on a recruté des développeurs, des data scientists, des experts sur la partie IA, justement pour créer cette solution complète. Alors au début, tout n'est pas parfait. Aujourd'hui, encore une fois, sur la solution, tout n'est pas parfait. On a besoin de rajouter des nouvelles fonctionnalités puisque le monde, les envies des chargés de location évoluent. Donc, on rajoute à chaque fois de nouvelles fonctionnalités pour donner de la valeur à notre solution EasyRent. À ce moment-là, quand vous commencez à recruter, vous recrutez avec en fonds propres ou vous allez chercher un petit peu d'argent? Oui, alors on a commencé sur fonds propres. Après, rapidement, on a fait rentrer un BA qui nous soutient aujourd'hui.
Et puis, voilà, c'est dans les mois à venir, on va certainement faire une prochaine levée de fonds. Mais sinon, oui, on a commencé sur le développement sur fonds propres. Et grâce à ce BA, après, on a la chance aussi en France, je dirais, de bénéficier de subventions sur la partie innovation, que ce soit en France ou avec les initiatives régionales et autres. Donc ça nous a aussi permis de passer des steps en termes de technologie, en termes d'innovation pour développer notre solution. Mais donc, aujourd'hui, c'est possible de démarrer une start-up, d'autofinancer avec de l'intelligence artificielle. Moi, ça me semble tellement… Pour moi, ça se compte en centaines de cas euros. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Encore dans mon cerveau, tu vois, on se dit… Il faut se relever les manches, il faut beaucoup d'huile de coude. Effectivement, ça ne vient pas comme ça, hein. On est d'accord. On a énormément bossé. Encore une fois, on a développé aussi en interne cette partie IA. Ce n'est pas des centaines de milliers d'euros et on ne veut pas décrédibiliser la partie IA. Aujourd'hui, on a une IA, ce qu'on appelle une IA faible. On travaille sur des algos, sur des regex. On n'est pas sur de l'IA complexe. Et c'est pas pour… ça correspond à ce besoin que nous demandent les agences immobilières. On n'a pas besoin d'avoir des lignes de code, de faire de l'IA complexe comme on peut avoir sur… Pour une fois, je viens du monde de l'automobile, donc je sais ce que c'est. Avec de l'IA hyper complexe. On n'en est pas là. C'est pas le but. Et on ne va pas vous dire aujourd'hui à tous qu'on a une IA complexe si ce n'est pas le cas, puisque ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir une Ferrari si on a besoin d'une 308. Non, mais par exemple, tu as un système de reconnaissance d'écriture, enfin d'OCR, c'est ça pour les… C'est ça. Donc, ne serait-ce que ça, c'est déjà pointu et c'est une très forte valeur ajoutée. Oui. C'est ça qui te permet de détecter des faux, enfin, j'imagine. C'est ça. Alors, il y a différentes couches. Hein. Il y a ces systèmes d'OCR qu'on a développés. On a plusieurs OCR qui vont permettre une précision, une extraction suffisante. Et derrière, il y a tous ces regex et ces algorithmes qui vont permettre de faire de la labellisation. Et là où, encore une fois, on est bon et là où on est très fier, c'est sur ce qu'on appelle donc l'extraction et la labellisation des documents non normalisés et non standardisés, comme peuvent être les bulletins de salaire. Vous savez, il n'y a aucun bulletin de salaire qui se ressemble, contrairement à des fiches d'imposition, par exemple. Et là-dessus, on est assez fier de dire qu'aujourd'hui, on a un taux de précision de 95%. Wow. Vous arrivez à savoir, comme Vérif Impôt, tu vois, à vérifier la fiche d'imposition? C'est ça. Et typiquement, l'exemple que tu donnes, Samuel, il est bon puisque fiche d'imposition, on va extraire les numéros, donc le numéro de la vie, la référence du document. On va faire un appel à impôt.gouv pour vérifier, attester la véracité du document de la fiche d'imposition. Ah ouais, donc ça, c'est un gain. Moi, pour l'avoir fait sur les dossiers, j'avais des chargés de location, mais il m'est arrivé de scorer des dossiers moi aussi. C'est une plaie. Ah, donc oui. C'est les 13 chiffres de la vie, c'est ça, plus le numéro, la référence, et tu vas sur impôt.gouv, Vérif Impôt. Ça, donc ça, tu fais gagner ce temps-là. Donc ça, c'est génial parce que tu vas le faire, l'agence va le faire, la GLI, l'assurance va le faire. Là, tu sors déjà la vie. Ah oui, donc là-dessus, on gagne. Ok, c'est génial ça. Exactement. Après, on va faire un croisement de données entre les différents documents. Je reviens sur les bulletins de salaire. Les bulletins de salaire, on va faire une vérification profonde. Le cumul des charges, le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom, l'adresse, le cumul des congés, puisque souvent, c'est les documents les plus falsifiés. Et même si on a de très bons faussaires, il y a souvent un petit raté dans les faux documents, dans les faux bulletins de salaire. Donc ça, on arrive à l'identifier. C'est génial. Entre le moment où tu vas taper à la porte des premières agences pour justement prendre leurs sentiments et le développement, il y a combien, et la première version, il y a combien de temps? Il y a pas mal de temps. On aimerait toujours que ce soit plus court, mais c'est vrai qu'il y a quand même du temps et même nous, hein, on était certainement trop ambitieux, pardon. On espérait mettre en application plus rapidement l'outil, mais effectivement, il a fallu valider pas mal de choses parce que l'IA, c'est complexe, mine de rien. Le développement, c'est complexe. Donc, il s'est passé 8 mois entre le moment où on a validé l'idée, donc valider l'idée, comme tu l'as dit, en frappant à la porte des agences immobilières, et le lancement de la plateforme. Ah oui, donc il se passe 8 mois pendant potentiellement du temps où tu payes des gens, ils développent quelque chose, mais il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc, comme on dit, on crame de l'argent. Il y a votre conviction profonde que vous pouvez apporter une vraie valeur ajoutée au marché pour vous motiver. C'est exactement ça. En gros, c'est le métier d'entrepreneur.
On ne fait Ouais. pas ça pour l'argent, on fait ça par passion, par conviction, mais surtout pas pour l'argent. Si je comparais le salaire que j'ai aujourd'hui avec le salaire que j'ai chez Continental, mes parents me le disent encore aujourd'hui, tu as fait une connerie. Voilà, mais on ne fait pas ça pour ça. D'accord, c'est top. Du coup, la première version, elle sort. Les agences, je suppose que tu es allé voir au préalable la test. Et du coup, ça marche. Vous testez aussi, je pense, le marché en termes de prix. Comment vous fonctionnez? C'est un abonnement? Comment ça fonctionne? C'est au locataire? Alors, c'est ce qui nous différencie, on va dire, d'autres solutions, tu as raison, et ça, encore une fois, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est en discutant avec les agences immobilières. Nous, on a voulu un modèle de crédit, un petit peu comme font Le Bon Coin et autres. En fait, on va commercialiser des crédits. Donc, un crédit, c'est égal une location, et une location, c'est X dossiers analysés derrière. Ça permet de correspondre et de fitter, on va dire, avec la saisonnalité du marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aucune agence immobilière veut payer un abonnement, hein, comme tu l'as dit, au mois de novembre, alors que l'activité locative est très faible. Il ne veut pas payer 200 balles ou 100 balles un abonnement pour un outil qu'il n'utilise pas au mois de novembre. Par contre, voilà, dans des phases de rush, il a besoin d'avoir cet outil qui soit performant et qui corresponde à son évolution, on va dire à la vie du marché locatif. Donc c'est pour ça qu'on commercialise des lots de crédit par 10, par 20, pour s'adapter finalement à la consommation et à la demande des agences immobilières. D'accord, ok, c'est parfaitement clair. Du coup, quand vous lancez les premières agences qui testent, quels sont les retours et si tu as des anecdotes de voilà, locataires peut-être qui étaient solvables, qui sont passés insolvables ou voilà, comment ça s'est passé les premiers tests? Alors les premiers tests, on les a fait donc avec des agences toulousaines. C'était plus simple aussi parce qu'on avait cette proximité donc pour avoir des retours. Mais c'est ça qui nous ont fait confiance. Alors on ne va pas le cacher. Au début, ça a été les premières agences ont essuyé un peu les plâtres parce qu'il y avait quelques petits bugs qui arrivent sur toute plateforme. Mais en tout cas, nous, ça nous a permis de nous améliorer. Ça nous a permis aussi de faire de modifier un petit peu, de positionner le curseur au bon endroit. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Donc ça, c'est pour les agences immobilières. Heureusement, elles sont toujours partenaires d'EasyRent. Elles nous font toujours confiance et ça, c'est appréciable. La petite anecdote, je citerai, alors là, c'est plus sur une locataire qu'on a aidé justement à la constitution de son dossier et qui a réussi à avoir un bien et qui nous a invités pour sa crémaillère. Donc ça, c'est Ah, très, très, très sympa. C'est le meilleur ouais. qu'on puisse avoir parce que même si les agences immobilières sont nos clients, ça fait toujours plaisir de pouvoir aider aussi les locataires dans la constitution et dans l'attribution d'un bien. D'accord. Dis-moi, quand un locataire a été, entre guillemets, scanné dans une agence Hum. et qui dépose son dossier dans d'autres agences, si elles utilisent toute votre solution, est-ce qu'il est validé automatiquement dans les autres agences? Alors, il y a toujours un transfert de dossier qui va devoir se faire puisque nous, on Ok. calcule le taux de solvabilité aussi en fonction du bien. Donc, comme le bien change, le loyer change. Donc, il y aura toujours on va dire un scan à refaire en fonction des agences immobilières. D'accord, ok, ok. Et du coup, je pense que vous vous êtes posé la question du RGPD. Comment ça s'est passé? Combien de temps vous gardez les données? Comment vous faites? Parce que finalement, vous récupérez des données très, très précieuses. Et comment vous gérez tout ça? C'est vrai, c'est un point hyper sensible sur lequel on met l'accent, donc la protection des données, donc la partie RGPD, la partie aussi cyber security, qu'on met en avant chez EasyRent. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de données, il ne faut pas qu'on puisse hacker notre système et récupérer des informations, puisque, tu l'as dit, Ed, avec une CNI, une quittance de loyer, des bulletins de salaire, on prend ça, on peut très bien demain faire un crédit dans n'importe quelle banque. Donc il ne faut surtout pas que ces données puissent échapper. Donc là-dessus, le côté cyber security est très important. Sur le côté RGPD, on ne garde pas les données plus de 3 mois. 3 mois, c'est le temps qui est nécessaire justement pour acquérir un bien et c'est aussi le temps maximum puisqu'après, les bulletins de salaire deviennent obsolètes puisqu'on demande souvent, par exemple, les 3 derniers bulletins de salaire, les informations deviennent obsolètes. D'accord. Et dans le cas de gens qui auraient falsifié les données, vous retournez juste à l'agence que les données sont falsifiées et après l'agence, enfin, elle refuse le dossier ou je ne sais pas s'il y a des poursuites derrière ou quoi que ce soit. Alors nous, c'est pas notre métier Ouais, d'accord. justement d'engager des poursuites. Notre D'accord. métier, c'est simplement, tu l'as dit, d'alerter
l'agence immobilière sur des potentielles incohérences. Donc sur notre plateforme, c'est ce qu'on va mettre en évidence avec un code couleur, rouge, orange sur les points qui sont peut-être un peu moins sensibles. Mais si on note typiquement une incohérence sur le cumul, un bulletin de salaire sur le cumul des charges, sur le cumul des congés, effectivement, on va noter une alerte. Il y a un scoring aussi, scoring du dossier locataire qu'on va offrir au chargé de location. Et après, c'est à lui, finalement, de prendre la décision s'il veut appeler le candidat locataire. Ça peut arriver, encore une fois, sur un bulletin de salaire, ça peut être une erreur aussi d'un RH, d'une RH dans l'entreprise sur le bulletin de salaire. On n'est pas là pour dire c'est la faute de monsieur ou madame untel. C'est juste relever une incohérence. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes dans combien d'agences? Vous travaillez à peu près, hein? Vous avez combien d'agences? J'aurais dû le dire aussi en introduction, on a 3 cibles principales, que sont les agences immobilières. Samuel l'a dit aussi, les GLI, les assurances en garantie de loyer impayé. La GLI peut être cliente de chez vous? Exactement, oui. La GLI peut être aussi cliente. On a des partenaires GLI qui nous suivent sur ce côté analyse. Et l'autre cible, c'est les bailleurs sociaux. Donc les bailleurs sociaux aussi qui vont collecter des documents via des outils internes ou alors via l'outil SNE. Et nous, via API, on va s'occuper de faire l'analyse pour ces clients-là. Parce que le bailleur social, en général, il n'utilise pas de GLI, il fait entre guillemets du social. C'est ça. Donc, il y a souvent des impayés chez les bailleurs sociaux. Donc là, ça leur permet de fluidifier les dossiers et de OK. Ah, c'est super intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait ça. OK. C'est toujours pareil, hein. L'objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps aux équipes. On a un bailleur social avec qui on travaille, qui a une équipe de 10-12 personnes sur le côté analyse, et ils se rendent compte qu'avec notre outil, effectivement, ils arrivent à gagner du temps sur cette partie-là, détecter aussi les faux, puisqu'il y a des faux partout, chez les bailleurs, chez les agences immobilières, chez les assureurs. Donc ça permet effectivement de vérifier, de mettre en évidence ces incohérences entre ce que potentiellement le candidat, donc le bailleur social, va pouvoir déclarer sur la plateforme SNE ou sur l'outil, et versus les documents qu'il aura téléchargés. Moi, j'ai toujours dit que là où il y avait le plus de faux, c'était quand on dealait de particulier à particulier. Parce que le particulier, il n'est pas outillé, il n'a pas l'habitude. Donc, si je veux frauder, et enfin moi souvent je l'ai remarqué, hein, les gens qui veulent frauder ne veulent pas aller vers les agences. Et tentent d'éviter tout ce qui est officiel parce qu'évidemment, ils ont peur ils veulent passer entre les mailles du filet. Et souvent, ça arrive. Moi, très souvent, je rentrais des dossiers quand quelqu'un vient vous voir pour vous donner un mandat de gestion d'un appartement déjà loué, c'est rarement un cadeau. C'est qu'il y a souvent un impayé, un truc bizarre, etc. Il faut se dire, c'est pas un truc qui m'arrive. Pourquoi il va me donner un pourcentage de son loyer comme ça? Alors, ça peut arriver parce qu'il déménage, parce etc. Mais souvent, il y a un loup. Ouais. Ok, c'est super intéressant. Vas-y, Aude, tu voulais parler. Yes, je voulais dire, en fait, tu as parlé de l'aspect temps, gain de temps qu'ils font grâce à votre solution, mais il y a aussi un aspect financier dans le sens où le propriétaire derrière, en fait, de l'appartement n'a pas à courir, à faire des poursuites et pendant 2 ans à se battre pour récupérer de l'argent d'un mauvais locataire finalement. Donc, il y a l'aspect gain de temps, mais il y a aussi l'aspect financier d'autre part, et ça, c'est super. Ouais. Alors, il y a le côté ROI, d'une part, pour l'agence immobilière, puisqu'elle va pouvoir gagner du temps, donc potentiellement allouer ce temps pour d'autres tâches, rentrer, comme je l'ai dit, de nouveaux biens, ou occuper ses équipes, ou allouer ses ressources pour d'autres tâches. Et puis, effectivement, côté bailleur, côté donc client de l'agence immobilière, ça va rassurer son bailleur d'avoir un outil, potentiellement éviter les impayés. Alors, petit bémol là-dessus, il y a plein de choses dans la vie qui font que du jour au lendemain, on ne peut pas payer. On l'a vu, et surtout, c'est encore plus vrai avec la crise Covid. Un impayé ne veut pas forcément dire… un faux document, un faux dossier ne peut pas forcément dire un impayé. Mais il est vrai que si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près la moyenne sur 3 impayés, il y a 1,7 faux dossiers. Donc voilà, c'est aussi la proportion. C'est pas une généralité. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un impayé qu'il y a forcément un faux dossier. On l'a dit. Et puis ça arrive aussi, il y a de très bons dossiers. La personne qui va gagner plutôt 4, 5 fois ou 10 fois même le montant du loyer, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, elle ne veut plus payer son loyer. C'est pas une question d'argent, c'est juste la personne qui a décidé de ne plus payer son loyer.
Ah ben justement, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'était presque ma prochaine question. J'allais dire, ceux qui arrivent à passer entre les mailles du filet parce que le dossier est bon, est-ce que les agences vous reviennent juste pour que vous puissiez analyser cette data que vous n'avez pas vue et améliorer la solution en disant, ben lui, tout était bon, tous les voyants étaient ouverts, il a arrêté de payer au bout de, je sais pas, 6 mois et vous arrivez à, je sais pas, à aller chercher une info que vous n'aviez pas vue ou une autre manière d'analyser les choses pour améliorer votre intelligence artificielle? Oui, c'est des retours à qu'on nous fait. C'est aussi notre objectif, hein, toujours, comme on l'a dit au début, avoir cette innovation continue, cette amélioration continue avec le retour. Et encore une fois, nous, derrière nos écrans, on a beau avoir de bonnes idées, mais si elles ne servent à rien pour nos clients, elles ne servent à rien. Donc, notre plus grande valeur, c'est le retour de nos clients. C'est ce qui va permettre que demain, on va pouvoir améliorer l'intelligence artificielle, améliorer donc, le niveau d'analyse, comme tu l'as dit, Eudes, avec différents points de contrôle qu'on va améliorer, qu'on va ajouter, etc., etc. Et avec cette intelligence artificielle, finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres champs d'application que juste l'immobilier? Je ne sais pas, il y a des gens qui peuvent peut-être venir avec des papiers pour acheter une voiture, mais tout n'est pas clair. Ou je ne sais pas, je me dis qu'il y a peut-être plein de champs d'applications possibles. C'est vrai, il y a d'autres champs qui utilisent l'intelligence artificielle, hein, tout ce qu'on appelle KYC, donc Know Your Customer. C'est des choses qui sont importantes, qui se font dans le bancaire, hein, sur le crédit bancaire et autres, pour vérifier les documents et les dossiers de locataires. Aujourd'hui, nous, on a voulu prendre cette verticale, hein, de l'immobilier parce qu'on vient de l'immobilier. On veut faire les choses proprement dans l'immobilier, c'est-à-dire offrir un outil le plus simple possible. Ça, c'est notre volonté. Ça ne sert à rien de rajouter des couches et des couches et des couches si on complexifie l'utilité et notre solution logicielle. Donc on veut être déjà très très bon dans ce qu'on fait, donc dans l'immobilier, répondre à cette problématique, rajouter des nouvelles fonctions, encore une fois, qui vont faciliter la vie du chargé de location dans sa journée quotidienne pour collecter et analyser les dossiers. Déjà faisons ça bien, le reste on verra. D'accord. Du coup, aujourd'hui, en fait, des agences immobilières de toute la France peuvent vous contacter, il n'y a pas de problème pour travailler avec vous? C'est ça. On n'est pas limité, même si on est très très fiers d'être toulousain et occitan, mais non, c'est pas limité à cette région. Effectivement, on a des clients partout en France. D'accord, ok. Et votre ambition pour la suite, du coup? Notre ambition, comme j'ai dit, c'est d'améliorer notre outillage, d'ajouter de plus en plus de documents liés, encore une fois, à l'immobilier, donner plus de valeur à notre solution, à notre outil, donner plus de valeur à nos clients. Et encore une fois, ça viendra aussi avec le temps, avec le retour de nos clients. On recrute aussi sur la partie technique, développement, parce qu'on a toujours besoin de nouveaux talents pour améliorer notre outil. C'est important sur la partie aussi commerciale, développement. On en a parlé aussi, les prochains challenges à venir, c'est la grosse saison, là, dans 1 ou 2 mois, du marché locatif. Ça, c'est important pour nous. Parce que l'été dernier, vous étiez opérationnel? L'été dernier, on a commencé effectivement la partie commercialisation. C'était du bêta testing. Là, c'est votre vrai lancement de saison d'été. Okay. C'est ça. C'est ça. Donc, on a une petite pression tous ensemble. D'ailleurs, je dois avoir les yeux un peu tirés parce qu'on passe de sale nuit. Donc, un peu fatigué. Mais oui, on prépare vraiment cette saison avec impatience. On est prêt. Non, c'est génial. Et je pense que toute l'équipe est excitée. Et puis, de toutes les façons, maintenant que vous avez une solution qui fonctionne, c'est plus partir à l'assaut des agences immobilières, des GLI et des bailleurs. Du coup, pareil, pour le développement, tu vas devoir mettre des sous un peu dans une force commerciale pour aller chercher ces bailleurs sociaux, etc. Alors, nous, on veut faire les choses. Encore une fois, ça fait partie de notre ADN d'entrepreneur. On veut éviter d'avoir une armada de commerciaux en se disant 10 commerciaux, ça va nous apporter X chiffre d'affaires. On aime faire les choses un peu différemment plutôt. On veut aussi se différencier de par l'équipe qu'on a ici. On a toutes des personnalités un petit peu différentes et c'est ce qui fait la force de l'équipe EasyRent. Donc, que ce soit sur la partie développement, commercial, UI, UX, on aime faire les choses un peu différemment pour sortir de ce qui se fait. On veut aussi un peu dépoussiérer finalement le monde de l'immobilier, puisque alors, malgré tout, ça reste quand même, encore une fois, un marché qui est assez conservateur dans son approche, dans son processus.
Donc voilà, on espère, on veut dépoussiérer un petit peu ce monde-là pour offrir une solution là, qui soit simple, qui soit aussi interopérable. On n'en a pas parlé, mais notre outil se veut interopérable avec tous les éditeurs, par exemple, ou la plupart des éditeurs de logiciels via ce système d'API. On force là-dessus, on pousse les gens, on pousse nos partenaires éditeurs logiciels à pouvoir et à vouloir s'interopérer avec les différents systèmes. Que ce soit notre solution, mais aussi toutes les autres solutions. Ça, c'est important. Oui, ça, c'est important parce que les agences immobilières le demandent. Elles en ont marre de faire de la double saisie, c'est-à-dire qu'un outil va collecter une certaine information, une bêtise, on va dire le type de bien, il ne veut pas avoir à retaper le type de bien sur un autre outil, et encore une fois, etc. etc. Donc il faut qu'il y ait cet échange et ce flux d'informations via API, et encore une fois, il faut que tout le monde joue le jeu pour le bien et pour les agences immobilières, donc créer ces passerelles entre les différents logiciels. D'accord. Dernière question. Je ne t'ai pas demandé en introduction, mais au moment où toi tu te lances, il y a déjà beaucoup de solutions qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire ça, ou vous êtes novateur ou dans les 3-5 premiers? Dans l'immobilier, non, effectivement, il n'y avait pas énormément de monde sur ce créneau. Sur la partie IA, si on parle vraiment d'IA, surtout nous, l'IA qu'on a développée en interne sur le monde de l'immobilier, on est les seuls. Donc ça, encore une fois, on en est très très fiers. Après, voilà, il y avait d'autres solutions qui utilisaient des composantes venant du milieu bancaire, des systèmes, etc. Mais vraiment, le créneau de l'immobilier sur la partie IA, donc analyse et collecte, on était les seuls et on est encore une fois aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, puisque ça va assez vite, les seuls à répondre à cette problématique avec un outil 100% internalisé. D'accord. Et si vous vouliez partir à l'international, par exemple, ça s'adapterait facilement? Alors, on a déjà regardé ça, on travaille avec certaines agences immobilières belges, par exemple. Il y a des subtilités. On parlait des fiches d'imposition, par exemple. Ouais. Voilà, on ne peut pas appeler impôt.gouv.fr pour une fiche Ouais. d'imposition au belge. Donc ça, c'est pas possible. Effectivement, il y a des adaptations à faire. C'est ce qu'on est en train on travaille sur ces points-là, voir comment on peut être efficient sur d'autres marchés que le marché français. D'accord, super Cyril. Question, et là du coup, avec les 8 mois de développement, tout ce que vous avez traversé, aller taper à l'agence des agences immobilières, prendre un vrai risque, développer un produit, attendre en fonds propres, aller chercher de l'argent. D'ailleurs, Business Angel, comment tu as fait pour aller chercher tes premiers? Tu peux nous dire un peu, tu es parti au culot sur LinkedIn, etc. ou c'est le réseau? C'est complètement ça, vraiment au culot. Le premier BA, alors on a eu un petit peu de chance à s'expliquer cette histoire qui est assez cocasse. C'est qu'on est à Toulouse et on est hébergé dans un local qui est géré par Benjamin Jaillet, enfin BJ Invest, donc qui est une personnalité dans le monde de l'immobilier français. Et donc parce qu'on devait, pour des raisons administratives, on devait fournir la carte d'identité du propriétaire des biens. Et en voyant sa carte d'identité, j'ai regardé sur LinkedIn, je lui ai envoyé un message pour avoir son avis parce que d'expérience, et il avait une expertise dans le monde de l'immobilier, donc on voulait avoir son avis en tant que mentor sur notre solution. Et rapidement, voilà, il a dit banco, moi ça m'intéresse, l'équipe est bonne, je vous sens convaincant et je suis prêt à investir. Et ça s'est fait assez rapidement et ça s'est fait comme ça. Ah ben c'est super, c'est une super histoire. Oui. Grand pouvoir pour aller convaincre les gens. C'est Exactement. important. Je pense que oui, il a misé sur une super équipe. Du coup, ben voilà, ma question c'était, avec tout ce que tu as traversé, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui se lance pour essayer de faire mieux, de faire au mieux? Alors, quel conseil on pourrait donner? Alors déjà, il faut vraiment avoir cette envie. Comme on disait, on ne fait pas ça pour l'argent, c'est vraiment une motivation, une conviction. Avant de se lancer, ça, il a dit, il y a quand même des risques, puisque voilà, on peut quitter une situation de confort, comme c'était la mienne, vers quelque chose d'incertain. Et c'est vraiment la définition même d'une startup, c'est deux composantes, deux piliers, le risque et l'incertitude. Ce que déteste par exemple un grand groupe comme je l'ai été chez Continental. Ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables et ça ne fait pas partie de l'ADN d'un grand groupe, ce qui est le cas pour une startup. Donc il faut avoir
cette envie de rentrer dans une mouvance incertain, être hyper agile, c'est-à-dire que être adaptable, flexible au changement, puisque nous, les situations changent toutes les semaines. Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur du risque, il faut être aussi bien entouré. Et là, on va parler un peu plus personnel, puisque ça prend du temps. On vit un peu une passion, donc comme toute passion, ça bouffe de l'énergie. Parfois, on peut être un peu aigri ou un peu énervé quand on rentre à la maison le soir avec sa femme, son mari, ses enfants. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Il faut que tout l'entourage et tout l'environnement soient prêts aussi à accepter cette situation un peu différente. Et voilà, finalement, qui change à nous-mêmes. Mais encore une fois, c'est une superbe aventure. C'est avant tout une aventure humaine, puisqu'on parle d'homme à homme, entre les équipes qui sont ici, entre les clients, les investisseurs. On parlait justement de Benjamin Jaillet. Ce qu'il a aimé, c'est la relation humaine. Il faut être convaincant parce qu'on est authentique, parce qu'on est convaincu de notre sujet. On n'est pas là, entre guillemets, simplement à parler à un investisseur. On parle d'abord à une personne avant de parler à un investisseur. Donc ça, c'est aussi, je dirais, le conseil, c'est d'être authentique, d'être soi, d'être convaincu effectivement de son idée, de sa solution, sans aucune certitude, mais vraiment avoir cette motivation et cette conviction. Ah, c'est super. Merci Cyril. Merci pour ce partage très, très enrichissant. Samuel, si tu as d'autres questions? Oui, moi j'avais juste une autre question eu égard pour revenir sur la GLI. Est-ce qu'on pourrait envisager, penser que grâce à ta solution, la prime d'assurance pourrait coûter moins cher puisqu'elle fait gagner du temps et elle est censée… est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Bien sûr. Alors, le fonctionnement d'une GLI, pour une agence immobilière, elle va étudier la sinistralité donc d'une agence immobilière. C'est aussi comme ça que les agences peuvent négocier effectivement leur plafond. Donc, plus la sinistralité est basse, plus effectivement ils auront ce levier de pouvoir négocier avec une GLI à un taux plus faible. Donc, effectivement, notre solution va dans ce sens. Donc, elle permet la réduction de la sinistralité. Et ça, c'est important pour une agence immobilière. Oui, effectivement. D'accord. Non, mais c'est top, c'est super intéressant. Franchement, faut pas que je le dise trop fort, sinon je vais me faire taper sur les doigts par les GLI qui vont dire « Ah, machin !» Oui, voilà. Après, ils vont pas vouloir baisser effectivement les primes. C'est l'éternel. Mais pour moi, c'est un argument qui permet donc de gagner du temps, puis d'éliminer, de réduire plutôt le pourcentage de risque. Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, elle dit ça, mais la GLI a tout intérêt à avoir un taux de sinistralité le plus bas possible, puisque eux, j'ai dit tout à l'heure, c'est 2 ans aujourd'hui maintenant pour faire partir quelqu'un. Donc 2 ans de non-loyer que va prendre potentiellement en charge la GLI, tous les frais, justement tous les frais annexes à ça, la partie juridique. Donc c'est des coûts monstrueux. J'ai plus en tête le chiffre exact, combien coûte un loyer impayé ou la sortie d'une personne, mais c'est monstrueux. Une procédure, c'est à peu près entre 1 000 et 2 000 euros. Enfin, 2 000 euros, c'est un peu plus de 2 000, 2005 si on prend les frais des huissiers d'avocats. Après, si tu as un loyer moyen de 600 euros, c'est 2 ans de loyer que tu te prends dans la vue. Donc, c'est un coût de 15 à 000 euros. Voilà, dans ces eaux-là. Donc, c'est ce qu'on paye dans les primes quand on cotise. Donc, il faut s'y retrouver. Après, ils ne sont pas magiciens, hein. Ils prennent le risque, ils prennent le loyer pour eux, donc l'impayé pour eux. Donc, Ils veulent aussi limiter, c'est leur rôle, hein, c'est leur mission, limiter au maximum les risques d'impayés. Donc effectivement, d'où cet outil et de façon générale, cette partie analyse rigoureuse, stricte pour limiter au maximum ces risques. Hyper intéressant. Ok, maintenant moi j'ai plus d'autres questions. Pour moi tout est bon. Eudes, c'est bon? Oui, mais d'ailleurs, tu m'as fait suggérer une question. Donc là, en fait, la solution, donc c'est GLI, agence immobilière et bailleurs sociaux. Mais est-ce qu'à terme, par exemple, pour gagner du temps, moi, je vais visiter un bien, je peux imaginer moi-même vous avoir envoyé les papiers, vous me faites une sorte d'attestation provisoire avec un QR code et quand j'arrive, je le rajoute au dossier pour dire quelque chose qui pourrait appuyer mon dossier. Parce qu'on est 20 à visiter le même bien, je pourrais dire, attendez, j'ai déjà fait scanner mon dossier par EasyRent, regardez, et puis après, ils font un deuxième check en rentrant le loyer, etc., etc. Mais quelque chose qui pourrait permettre d'écrémer déjà en récupérant
des dossiers un peu C'est bien. une très bonne idée. On va t'embaucher eux parce que. Voilà, Ouais, un certificat sérieux, tu gagnes du temps, ça c'est génial. Mais effectivement, hein, encore une fois, ce que je disais aussi important en tant qu'entrepreneur, on n'a aucune prétention, on ne va surtout pas dire qu'on est les meilleurs. Et tu vois, ça peut être une très bonne idée qu'on peut envisager, laquelle on peut réfléchir. Si ça intéresse d'une part les locataires, si ça intéresse les agents immobiliers, effectivement, avoir ce QR code, comme tu dis, en arrivant directement, j'ai mon dossier qui est valide, tous les documents sont à poser ici, donc pourquoi pas. Après, le seul point peut-être qui va être bloquant, et ça fait aussi partie de notre solution, c'est qu'on veut un outil 100% paramétrable. C'est-à-dire qu'une agence immobilière, voilà, demande, je dis une bêtise, hein, Foncia ne va pas demander les mêmes documents qu'Orpi, ne va pas demander les mêmes documents que Capital Conseil Immobilier à Boulogne, ici sur Toulouse. Donc voilà, parfois il y a ces différences ou ces spécificités dans les documents qui sont demandés. Nous, on intègre tous ces cas de figure aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait aussi notre différence par rapport à d'autres solutions, c'est avoir un outil paramétrable et qui puisse s'adapter aux envies, aux demandes de chacun. C'est top. On a Fred qui nous a posé une question via Clubhouse qui demandait ce que c'était que Vérif Impôt. Donc Vérif Impôt, c'est le site impôt.gouv.fr sur lequel tu peux aller vérifier si un avis d'apposition est véridique et ça te donne un certificat numérique, donc un PDF que tu peux ajouter au dossier. Ça te permet de dire c'est donc un vrai et tu vas corroborer ça avec le bulletin de salaire. Ça te permet de voir si ton salaire au 31/12 est bon ou pas. Exactement. Voilà. On est bon, je pense. On a tout vu. Ouais. Écoute, c'est assez impressionnant. Merci, c'est génial. Moi, je trouve de découvrir des sociétés qui se montent tout le temps dans la PropTech. J'ai vu que tu étais adhérent French PropTech, nous aussi. Donc ça, c'est une bonne association. Ça permet on est très content de participer à. Voilà, on profite de l'écosystème, on profite encore une fois, je l'ai dit, comme on fait aujourd'hui, des conseils des uns et des autres. C'est hyper enrichissant de discuter avec tous les acteurs de l'immobilier. Je vous dis tous les jours, on apprend des choses et ça fait aussi partie du monde de l'entrepreneuriat. Le seul risque qu'on peut avoir à être entrepreneur, c'est d'apprendre des choses. Je dirais le risque est quand même assez. Ça voilà. C'est une belle phrase de fin, je trouve. D'ailleurs, nous, moi j'ai fait rentrer Omedom, Colline qui est de Saint-Quin, qui est de Toulouse, dans la French PropTech. J'ai investi aussi d'ailleurs dans la boîte. C'est proche, c'est assez connexe en locatif par rapport à parce qu'elle permet de voir le patrimoine. C'est très intéressant. C'est bon, le seul risque, c'est d'apprendre. C'est bien. Je trouve que c'est ça. Je suis entrepreneur, je n'échoue jamais. Enfin, on prend toujours les mêmes phrases. Hein. Voilà. Je me plante jamais, j'apprends toujours. Enfin, bon. Ok, le seul risque, c'est d'apprendre. C'est une belle phrase. Merci Cyril. Merci à vous deux. Merci Samuel. Merci. Super. Très sympa. À très vite.